Saviez-vous qu'en Belgique, en 2022, près de 9,3% des naissances sont des naissances prématurées? Ce thème est un thème très important car il relève de beaucoup de défis pour les familles qui les traversent. Alors aujourd'hui, sur le plateau de Ma Santé au Top, nous allons aborder ce thème. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Ma Santé au Top, votre émission qui aborde différents sujets de santé. Et aujourd'hui, vous l'avez découvert, nous allons parler de prématurité. Alors pour ce thème très important, je suis accompagnée de Dr Priska. Bonjour Priska, comment tu vas? Bonjour Gervane, je vais très bien. Et toi? Alors Priska, moi je vais très bien, merci. Donc Priska aujourd'hui est avec nous sur le plateau. On va parler donc de prématurité. Et donc toi tu es pédiatre, oui. C'est ça? Donc présente-toi un petit peu plus. Donc je m'appelle Priska, je suis épouse, maman de 2 petites filles de 3 ans et 1 an et demi. Et je suis médecin spécialisé en pédiatrie. Et je travaille dans un hôpital dans la province de Liège. Ok, super, depuis plusieurs années alors? Je travaille depuis 5 années dans cet hôpital-là, oui. Oh, super, super, super. Donc tu verras, donc aujourd'hui, pour ce thème, on a avec nous une maman qui va venir nous partager son témoignage, qui a vécu une naissance prématurée de son enfant. Et donc avec nous, on a Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Gerfane, bonjour Priska. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et donc, moi, je me présente, je suis Charlotte. Je suis maman d'une petite fille qui aura bientôt 2 ans, qui s'appelle Myriela Nema, qui veut dire prodige pour Myriela. Nema, qui veut dire grâce. Et je suis aussi directrice d'une crèche à Bruxelles. Ok, super. Ah oui, donc la petite enfance, la pédiatrie, on est tous liés, on est dans le thème. Ouais. Super. Alors donc du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Donc, la naissance de Myriela, ce bébé prodige. Comment s'est déroulée ta grossesse? Comment tu l'as appris? Est-ce que ça a été une belle et paisible grossesse? Enfin, on te laisse. Donc, en fait, pour moi, c'était une très belle grossesse. J'ai passé des bons moments. J'ai apprécié être enceinte. J'ai apprécié porter la vie en moi. Donc, j'ai su que j'étais enceinte quelque temps après, je crois, un mois après, j'ai su que j'étais enceinte. Et donc, tout se passait très bien. Je partais à mes consultations. Au 4e, on est parti en vacances avant avec mon mari. On est parti en vacances. Et puis, en revenant, on avait une activité à l'église. Et je me rappellerai toujours, c'était une activité des couples. Et à la fin, j'ai aidé à ranger tout ça. Pasteur Christian avait prié ce jour-là sur les couples et avait déclaré qu'il n'y aura pas de fausses couches, etc. Ce même jour-là, en rentrant, je commençais à avoir des contractions. Wow. En fait, je ne savais pas que c'était des contractions, donc j'ai des douleurs. Mon mari et moi, on devait faire des courses. Et là, moi, je lui dis, écoute, je sens vraiment pas bien, on rentre à la maison. Il était samedi. Donc, on rentre à la maison, je vais aux toilettes, je vois qu'il y a un peu de sang. Donc, je sais que quand il y a un peu de sang, c'est pas bon. On va à l'hôpital, aux urgences, on m'ausculte, tout va bien. Le cœur du bébé bat, ma fille va bien. On me dit, madame, peut-être c'est l'angoisse, vu que c'est première grossesse. On ne sait pas trop, mais tout va bien avec le bébé. Rentré, il était 23h. Ah oui, et ça, je me permets juste de faire une petite pause. Donc, Priska, ce moment, donc, je pense qu'on t'avait un petit peu expliqué peut-être les signaux un peu d'alerte. Ça peut prédire quelque chose, des fois, des saignements, quand une maman a des saignements pendant la grossesse? Oui, tout à fait. C'est une raison de consulter Oui, c'est une raison de consulter. Donc, quand la maman perd du sang, on appelle ça des métrorragies. Et quand on est enceinte, ça peut effectivement être pas grand-chose, mais comme ça peut être les signes d'un début d'accouchement, les signes éventuellement qu'il y a un problème au niveau du placenta ou la poche des os. Donc, il faut plutôt consulter, oui. Ok, d'accord. Et donc, Du coup, tu te rends à l'hôpital avec ton époux. Et donc là, on est début du 4e mois, il faut savoir. Waouh. Et donc, et là, le dimanche matin, en fait, la nuit, je ne dors pas. Je ne savais pas que c'était des contractions. Et donc, j'ai des douleurs. Je me dis que mon mari, il joue à la batterie. Il avait répétition, on est à l'église. On est rentré 23h, il doit jouer à la batterie de culte. Je me dis non, je ne vais pas le déranger. Donc, j'attends le matin. À 6h du matin, je vais aux toilettes, je vois encore du sang. Et calmement, je lui dis, écoute, il y a du sang dans ma culotte, ça va pas. Il faudrait me déposer aux urgences. Appelle nos parrains de mariage, donc de venir à l'hôpital. Toi, va à l'église. Et moi, je vais rester avec. Donc, on va à l'hôpital. Et là, vous savez, quand t'arrives, on me prend genre pour la maman hyper inquiète parce que j'étais là la veille, tout allait bien, prise de sang, pas de problème et tout ça. Donc moi j'ai des contractions et ma marraine en fait me regarde, elle voit que j'ai des contractions. Donc on va toquer sur le bureau de la gynécologue, c'est des assistants en fait la nuit, le matin comme ça, donc elle dormait en disant que ma fille a des contractions, prenez-la tout de suite. Donc quand elle me prend,
elle va me voir, elle va faire l'échographie. Elle voit que je suis ouverte à 1 centimètre déjà. Et donc, tu sentais qu'il y avait quelque chose de différent, est-ce que, souvent on parle un petit peu de cet instinct maternel, est-ce que tu sentais que hier j'étais à l'hôpital, mais là aujourd'hui je reviens, mais c'est différent? Il y a quelque chose. En fait, je me disais juste qu'il y a quelque chose de bizarre. Je ne savais pas, c'était ma première grossesse. Donc là, quand elle était très paniquée parce qu'en fait, elle m'a fait attendre. Elle aurait pu me prendre. Donc pour elle, c'était comme une sorte d'angoisse de grossesse. J'ai peur, c'est ma première grossesse. Et donc là, quand elle me prend, elle voit que je suis déjà 1 centimètre, elle panique, me dit « Madame, je peux plus vous toucher. J'appelle votre gynécologue. » Donc on appelle mon gynécologue et là, il arrive, il me dit « Mais Madame Tchonkou, c'est comment ça, c'est une fausse couche tardive. » Et directement, ma marraine me regarde et me dit « On va prier. » On a commencé à prier en langue à ce moment-là. Et il y avait des sœurs et de l'église, il y avait des frères de l'église, mes grands frères dans la foi, qui ont commencé à prier pendant le culte. Et là, on me dit en fait que la petite a tourné la tête. On ne sait pas pourquoi, or que la veille, on m'a fait une prise de sang. Et le lendemain, dimanche, on me dit que j'ai une infection. Et donc, mon corps est en train de rejeter le bébé. Alors là, il y a beaucoup d'informations, là, c'est rocambolesque. Mais alors, Prisca, Oui. parce que d'abord, on te parle de fausse couche tardive. Oui. À 4 mois, enfin, on n'a pas dépassé justement ce risque-là. On dit souvent, on parle des 3 mois. Mais donc, la majorité des fausses couches peuvent se produire de manière précoce, et c'est avant le 3e mois de grossesse. Et ici, en l'occurrence, si Charlotte accouchait à ce moment-là, elle a dépassé les 3 mois, donc c'est une fausse couche qui est tardive. Et je sais pas, en nombre de semaines, tu étais à combien à ce moment-là? C'était vraiment le début, fin du 3e mois, début du 16 semaines, quelque chose comme ça. Et donc oui, à ce moment-là, le bébé n'est pas encore, on peut pas le prendre en charge, il est pas viable. Donc ce sera pas un accouchement prématuré, ce sera une fausse couche, mais tardive parce qu'après 3 mois. D'accord, wow. Et toi, ton état d'esprit à ce moment-là? Honnêtement, j'étais très calme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était à l'époque, Pasteur Christian parlait beaucoup du parler en langue. Donc, Pasteur Christian, le pasteur des églises, Voilà. non pas que sont chrétiens du Benelux, hein, juste. Donc, il parlait beaucoup du parler en langue et c'était vraiment mon attitude à ce moment-là. Je prenais du temps à prier en langue, à toucher mon ventre et à prier en langue. Et en fait, j'avais eu un rêve juste des mois à l'avance où en fait, j'avais rêvé que j'avais du sang devant le bureau parce qu'en fait, je sers à l'accueil et j'ai rêvé en fait que je perdais le bébé. Et à ce moment-là, j'avais une grande sœur dans la foi qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Et ce mot-là, en fait, c'est ça qui m'a maintenue. Et en fait, je savais que si la peur rentrait, si la panique rentrait, je perdais l'enfant. Donc, en fait, mon médecin, quand il me disait « Appelez votre mari, vous êtes en train de perdre le bébé, vous savez, le bébé n'est pas viable, il faut que votre mari soit là, etc. » Je lui ai dit « Mon mari va arriver. Il va arriver. Il est en train de servir, il va arriver. » J'étais bien calme. Et ma marraine, dans la foi, qui était là, on a juste commencé à prier à ce moment-là. C'était aussi, elle me dit, quelle est la chanson que tu chantes pour l'enfant? J'avais un chant que je chantais, c'était quand je regarde autour de moi, je vois ma fille. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Et là, j'ai commencé à déclarer ces paroles-là. Et mon pasteur, le pasteur Christian et le pasteur Eva, qui m'ont beaucoup aussi accompagné dans la prière, nos pasteurs étaient là. Ils ont commencé à prier pour moi dans cette journée-là. Donc, il faut savoir que le col était ouvert. Et là, j'avais des contractions qui venaient toutes les 10 minutes. Les contractions commençaient à diminuer, c'était toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes. Donc un travail qui commence. Donc là, oui, il y a 1 centimètre, donc le col est ouvert avec des contractions. La suite logique, c'est que le col continue à s'ouvrir et que l'accouchement ait lieu. Ouais. Et donc là, la prière a fait que les contractions qui étaient toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes. Et puis, je me rappelle, il y avait une grande sœur dans ma famille qui me dit « Arrête de compter, c'est bon, les contractions s'arrêtent. » Et là, j'ai arrêté de compter. Et en fait, on a continué à prier et le médecin, le gynécologue me dit « Oui, on doit vous faire un cerclage. » Je connaissais pas c'était quoi un cerclage. Donc, je sais pas. Donc, un cerclage, l'idée, c'est de cercler, donc d'enrouler, si vous voulez, le col de l'utérus pour qu'il se ferme et ne pas permettre qu'il continue à s'ouvrir et ne pas permettre un accouchement prématuré. Donc, c'est ce qu'on va faire quand il y a... C'est pas une opération, il n'y a pas d'ouverture du ventre, mais c'est une intervention... pour pouvoir faire ça. Donc, cercler le col de l'utérus et empêcher l'accouchement. D'accord. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne. L'idée, c'est que ça doit fonctionner. Oui. Ça peut, malgré un cerclage quand même, il peut quand même y avoir l'accouchement, mais c'est ça l'idée. C'est d'empêcher le col de s'ouvrir et le bébé de sortir. D'accord. Donc, dans mon cas, en fait, quand on m'a dit ça, moi, je n'aime pas les opérations, les hôpitaux et moi, ça fait 2. J'ai dit, Seigneur Dieu, tu me connais.
ça je ne veux pas. Et mon mari et moi, on a commencé tout simplement à prier. On s'est dit, Seigneur, si ta volonté doit être faite et que toi seul tu prennes le contrôle de tout ce qui va se passer, par la grâce de Dieu, je suis restée 1 semaine à l'hôpital pour tout ce qui s'est passé. Et en fait, quand le médecin m'a auscultée, en fait, le col s'est refermé. Tout est revenu normal, comme si c'était rien passé. Donc, j'ai poursuivi ma grossesse tranquillement. Et je me rappelle, on était dans le bureau et mon mari qui dit, je vais lui poser quand même la question, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'en fait, on me donne le terme médical de ce qui s'est passé, parce que je veux que, en fait, le médecin reconnaisse les yeux. Oui, en fait, on trouvait que c'était tellement pas... En fait, le médecin lui-même n'a pas d'explication de ce qui s'est passé. Parce que, logiquement, je perdais un enfant, les contractions se sont arrêtées. OK. Mais là, en fait, on était censé refermer quelque chose qui était ouvert. Et là, en fait, quand il regarde, tout est refermé comme si c'était rien passé. Donc, fin de 4e mois, j'ai entendu 4e mois, 5e mois, 6e mois. Tout se passe très bien. Et pour moi, en fait, j'étais très contente. Ma fille allait très bien et tout ça. On arrive à 32 semaines. À 32 semaines, donc. Combien de mois à peu près? En termes de mois. En termes de mois, 32 semaines. Donc, c'est 8 semaines avant l'accouchement. On est plus ou moins à 7 mois et demi. On va dire, ouais, 7 mois et demi. Ouais. 7 mois et demi, ok. Donc, en fait, à 32 semaines, la petite, elle perce la poche de os. Donc, et là, tu es où? Ça se passe où? Ça se passe, donc, on est... en fait, on était allé voir notre appartement, parce qu'on avait acheté un appartement, et j'étais assise sur une chaise, je rangeais tout simplement. On quitte l'appartement, je sens comme une sorte de pointe au niveau de mon bas-ventre. Je dis à mon mari, il dit, oh, on dirait que la petite a donné un coup de pied. Donc, on part à la maison, on a notre temps de prière le soir, on finit de prier, on dit Amen, et j'ai de l'eau sur le lit. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ben, je crois que la poche des os est percée. Il me dit, oh, on va à l'hôpital directement. Donc, vous avez eu le réflexe de préparer, parce qu'on avait déjà le sac, on avait tout. C'était déjà prête. Tout était prêt déjà à ce moment-là. On avait déjà la petite valise. Le mien non plus. Ah, c'est moi, je n'étais pas du tout prête. On avait déjà la valise. Donc, je dis, oh, j'ai vu ça sur Baby Boom, ça va. J'ai encore le temps de prendre une douche. J'ai pris ma douche. On est parti à l'hôpital. Et là, on me dit, mais madame, encore vous? Et donc là, on me prend directement à charge, vu que j'arrive quand même à 32 semaines. Et l'idée, c'était de tirer un peu plus longtemps pour pas qu'on puisse avoir un enfant vraiment en grand prématuré, mais de tirer un peu plus tard. Donc, on a commencé à maturer les poumons. Et donc là, puisqu'il y a l'idéal, justement, est-ce que donc là, ça c'était à 32 semaines, donc 7 mois et demi. Ouais. Quand on parle justement de tirer un petit peu plus, on tire jusque quand on tire. Bon, idéalement, jusque quand? Bon, idéalement, enfin, une grossesse normale, c'est 40 semaines. À 40 semaines, on parle d'un bébé qui est né à terme, à 9 mois si on veut. Et entre 37 et 40 semaines, c'est aussi des bébés à terme. Mais tout bébé qui naît avant 37 semaines, c'est un bébé prématuré. Mais dans la prématurité, il y a différents stades. Il y a la prématurité, si vous voulez, qui est légère, donc c'est au-delà de 34 semaines. Et donc, si l'enfant, on sait qu'il va pas arriver à 37, on aimerait bien qu'il arrive à 34. Okay. Donc, je pense que c'est ça quand on dit tirer un petit peu. Entre 32, 34 semaines, c'est aussi prématurité légère. Et entre 28 et 32 semaines, c'est une grande prématurité. Et en dessous de 28 semaines, c'est une extrême prématurité. Donc là, c'est des bébés qui naissent vraiment tôt. Donc, on est à 5 mois et demi, 6 mois de grossesse. Et donc, voilà, c'est des bébés qui sont moins prêts à naître. Et donc, je pense que là, Charlotte, quand ils disent on va tirer un petit peu, c'est on va essayer que le bébé arrive à 34 semaines. Donc, si vous voulez tenir encore 2 semaines. Voilà, comme ça, on resitue. Voilà. Et donc, j'arrive déjà, comme Prisca dit, le médecin m'explique que, voilà, vous aurez un bébé qui sera prématuré. Qui dit prématuré, dit néonate. Donc, en fait, on ne sait pas encore s'il va bien respirer, etc. Donc, on nous prépare un peu psychologiquement par rapport à ça. Et donc, on était tout à fait serein, très calme. Et là, en fait, c'était juste que me donner plus de... Donc, j'avais des perfusions pour maturer les poumons de l'enfant, pour être sûr que quand l'enfant arrive, comme ça, qu'elle puisse avoir son cri. Et donc, on m'a gardé 1 semaine à l'hôpital. 2e semaine, je repars à la maison. Et attends, je veux juste revenir. Donc, quand on a maturé la progression de Myriella, qu'est-ce qui se passe? Enfin, généralement, comment ça se passe? Et on le fait de quand à quand? Jusque quand on peut se permettre de faire ça? Donc, c'est pour les bébés qui vont naître ou qu'on pense qu'ils vont naître de manière prématurée. Et donc, c'est en général avant 34 semaines qu'on le fait. Le bébé qui va naître à 35 semaines est quand même prématuré, mais on va rarement faire une maturation des poumons. Et cette maturation consiste en donner en fait un médicament à la maman
C'est des corticoïdes, donc c'est des médicaments que peut-être plusieurs d'entre nous connaissent. Et donc là, c'est donné à la maman. Et ces médicaments vont entraîner chez le bébé une maturation, donc c'est rendre ses poumons plus matures, plus fonctionnels. Et ils vont permettre d'aider cet enfant dont les poumons ne sont pas encore prêts à respirer, il y a un petit coup de boost en fait pour les rendre plus matures et les aider à produire le surfactant. C'est quelque chose qui permet vraiment de faire les échanges au niveau des poumons. Et donc comme le bébé n'en a pas assez à cet âge-là, c'est ce que la maturation, comme dit Charlotte, donc les corticoïdes vont faire. D'accord, donc voilà. En fait, c'est totalement positif. C'est clairement positif. Mais si en tout cas dans le cadre où on recommande ça à votre enfant, enfin dans le cadre d'une naissance prématurée, on vous propose cette action. C'est positif, c'est pour aider l'enfant, tout à fait. D'accord, tout à fait. Ok, super. Donc on te propose ce médicament-là, du coup, pour faire maturer les poumons de votre bébé. Et ensuite. Et donc là aussi, on commence à préparer l'accouchement parce que dès que la poche des os est percée, il faut que l'accouchement suive. Donc, c'est soit ça vient naturellement, ou soit on va déclencher l'accouchement. Je m'y connaissais pas du tout aussi. Moi, je voulais faire que Dieu permette que tout se passe naturellement. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur comment déclencher une grossesse, etc. Et donc, j'ai senti que moi, c'est pas mon truc. J'ai commencé aussi à parler à Dieu. Je dis, Seigneur, tu me connais même très bien. Donc là, c'est pas. Là, t'as beaucoup parlé. Étonnant. Puis c'est important parce que il y a que Dieu qui nous connaît mieux. Et donc j'ai dit, Seigneur, en fait, moi, je ne peux pas qu'on me déclenche des trucs. Je n'ai même pas envie de savoir. Je veux qu'elle vienne naturellement. On avait une date où on devait déclencher l'accouchement. Et là, en fait, les choses se sont mises dès que je suis rentrée à la maison. Première nuit. Donc on t'a renvoyé. On m'a renvoyé à la maison. Donc on m'a donné tout ce que. Ah, super. Ok. Tout ce qu'il fallait. Je perdais petit à petit les os. La poche n'était pas tout à fait rompue. Donc en fait, je perdais petit à petit les os et je devais moins bouger. Donc j'étais vraiment été alitée, pas trop de mouvements pour éviter de perdre beaucoup d'eau. Et donc mes 2 premières nuits, je passe bien calmement. La nuit du dimanche au lundi, catastrophe. Donc, du 22 décembre au 23 décembre. Oui, en pleine période de fête. En pleine période de fête. Donc là, j'ai des contractions. J'ai des contractions toute la nuit. Donc, j'attends patiemment, j'attends. Le matin, je dis à mon mari que j'ai passé une mauvaise nuit, ça va pas. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Mais je dis, on va pas tout de suite, on attend encore un peu. Tu veux pour prendre balle? On attend encore un peu parce que je voulais pas qu'on me remballe. Je disais que, parce que quand on est parti pour le contrôle, on me dit vous êtes à 1 centimètre donc ça va. Je dis non, j'ai pas envie qu'on me dise que je suis à 1 centimètre. J'ai envie qu'on me dise que j'accouche aujourd'hui. Donc je lui dis on attend encore. Donc on attend à un moment donné, je sens comme si la tête de l'enfant arrive au bout. Je dis c'est le moment. On prend la voiture, on y va. Et quand j'arrive, j'étais déjà à 3 centimètres. Et Dieu a fait grâce. J'ai pas passé, parce que je voulais pas passer les 24 heures de douleur, etc. Non, j'avais dit à Dieu, tu me connais. Franchement, tu me connais. Et donc, quand je suis arrivée, j'étais déjà à 3 centimètres. Et en 2 heures, j'étais à 6 centimètres. C'est passé. Ça, c'est très rapide. Je vous aime, Vernet. Je sais pas toi si c'était Non, ce n'était pas du tout mon cas. C'était très, très vite que, en fait, moi-même, je me rendais même pas compte que ça allait très vite. Et quand la petite, donc, je suis arrivée à l'hôpital à 13h. Et à 20h, j'ai accouché de ma fille. Ah ouais. Ok. Ouais. C'est rapide. C'était très rapide. Pour ton secret. Justement, j'aimerais bien savoir. Moi, mais du coup, un traitement comme ça, enfin, donc ça, c'était à 34 semaines. À 34 semaines et 3 jours. Ok. Donc, naissance à 34 semaines. Je pense qu'il doit y avoir toute une artillerie de médecins. Comment ça se passe généralement? Donc ici, on a un bébé qui naît prématurément. Donc à l'accouchement, il y a un pédiatre en salle de naissance. Le gynécologue est toujours là, la sage-femme aussi. Et le pédiatre, il est prêt à accueillir le bébé et éventuellement l'aider à faire sa transition ventre de ma maman à monde extérieur. Transition qui, pour un bébé qui naît plus tôt, peut être parfois un peu plus difficile. Donc, le pédiatre, on est là et on voit si l'enfant a besoin d'un petit coup de pouce de notre part. Mais je pense que pour Charlotte, je sais pas. Donc, pour moi, en fait, dès qu'elle est sortie, elle a poussé son premier cri, donc on a rien à faire, on est au chômage. Oui.
sera là-bas. Directement. Mais vu que dès qu'on me l'a donné, quand j'ai pu faire du pot à pot avec elle, j'étais très contente. Et puis directement, en fait, il fallait la mettre en néonat. Donc, vu qu'elle est née à 34 semaines, les pédiatres, les gynécologues m'avaient dit déjà qu'on partait pour 40 semaines. Il faut que à cet âge-là, quand ça naît, ça oublie de respirer, etc. Donc, il fallait la mettre quand même en néonat. Donc, je partais pour jusque fin janvier 2025. Donc, Elle est un mois en néonat. en néonat. Voilà. Ok. Dès qu'on m'a dit ça, j'ai dit note. Ça sera pas 2 mois. Un mois en néonat, non. Du coup, parler à Dieu. J'ai parlé à Dieu. J'ai appelé une date. Très bien. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, je ne peux pas rester ici tout un mois, je vais pas à l'église. Donc, il faut savoir que j'ai arrêté de venir à l'église tout le moment où j'étais à l'hôpital. Donc, il fallait que je bouge de moins en moins et tout ça. Et moi, je suis très active. J'aime bien servir. Ça me motive. Et là, c'était comme si on me bloquait quelque part. Et j'ai dit, non, Seigneur, je peux pas rester en mois à l'hôpital, c'est pas possible. En mois où je vais rester ici, je vais dormir ici, c'est pas ma maison. J'ai laissé 2 semaines, j'ai regardé la date, j'ai dit à mon mari, cette date-là, on va quitter l'hôpital. Il me dit oui. Moi, j'ai dit, cette date-là, je quitte l'hôpital. Moi, je serai pas ici. Et exactement. Ce que j'aime bien, c'est que pour le côté un petit peu spirituel, enfin, tu as fait un acte de foi, tu as présenté, en fait, à Dieu les intérêts qu'il pourrait avoir en te faisant sortir avant. Tu lui as pas dit, je te dis, moi, je veux sortir, je veux rentrer chez moi, je veux retrouver mon confort. Mais tu as présenté vraiment, Seigneur, voici les intérêts. Tu me fais sortir plutôt avec mon enfant, alors je pourrais de nouveau te servir. Tu as présenté les intérêts de Dieu avant tes intérêts. Avant mes intérêts. Ouais. Et donc, 2 semaines après, et les médecins, et vous savez, à l'hôpital, on appelait mon bébé le bébé miracle. Dès qu'elle est née, les sages-femmes, oh, le bébé miracle, tellement qu'on est venu à cet hôpital 15 fois. Et donc, le fait de la voir sortir en 1 semaine, elle avait pris du poids. Elle savait manger toute seule parce qu'avant, elle mangeait en sonde. Donc là, elle pouvait manger toute seule. Donc, je pouvais l'allaiter de moi-même. Et elle arrivait à manger. Elle a récupéré un bon poids. Et donc, en 2 semaines, en fait, la pédiatre me dit, en fait, on n'a plus besoin de la garder. Oh, ça arrive? Oui, ça arrive. Après, c'est une évolution fulgurante, rapide et parfaite, en fait, parce que Myriella est née à 34 semaines et 3 jours, que tu as dit. Et donc, elle est prématurée, mais c'est pas une grande prématurée. Oui. Mais souvent, les petits challenges que ces enfants vont rencontrer, ça va être que ils vont parfois avoir des problèmes pour garder la température assez haute dans leur corps. Et donc, on va quand même les mettre dans un petit lit qui chauffe un petit peu. Ils vont parfois avoir le taux de sucre dans le sang qui diminue. Et aussi, la chose qui, souvent, c'est ça qui va déterminer qu'ils sortent, c'est qu'ils doivent boire tout seuls. Et là, à ce moment-là, quand elle naît, on lui a mis une sonde, donc un petit tuyau dans l'estomac, qui amène le lait dans son estomac, donc elle ne boit pas elle-même. Et pour que l'enfant rentre à la maison, il faut qu'il soit capable de boire. Et donc, parfois, c'est vrai que même si il n'y a pas grand-chose, mais tant que ça, c'est pas acquis et que l'enfant, il grossit pas tout seul, on le laissera pas rentrer. Alors que si tu me dis que tu es sortie 1 semaine après, c'est 35 semaines. 2 semaines. Donc, à 36 semaines, elle est sortie. Donc, en fait, elle est sortie de l'hôpital avant même que le bébé soit censé être né. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc, on dit logiquement, c'est 37 semaines. Oui, 37 semaines, on dit qu'il est à terme. Et donc là, ici, elle sera 36 semaines. Donc, ça reste encore un peu plus tôt, finalement. Mais si elle boit, qu'elle grossit, Dieu a fait grâce. Et donc, au final, qu'elle était prête. Elle était prête. Et donc, on laisse entrer. Moi, ce que j'aimerais savoir, Charlotte, c'est par rapport à tout ça, parce que donc, du coup, en plus, donc, c'est ton premier enfant. Tu rentres dans ce rôle de maman. Je pense que pendant ta grossesse, tu avais peut-être imaginer la chose totalement différemment. Comment tu as fait pour arriver à te dire que, ok, maintenant c'est ça ma réalité, mais c'est ma fille? Parce que souvent, on idéalise un petit peu. Mon bébé sera comme ci, mon bébé sera comme ça. Mais là, toi, tu étais dans une réalité où ta fille avait des tuyaux, des monitos, tout plein de câbles. Tu penses que c'était peut-être aussi très limité ou en termes d'interaction et de toucher par rapport avec elle, tu peux peut-être pas la prendre aisément, facilement ou comme tu voulais. Et puis je pense que vous étiez pas dans le même service. Donc comment tu as fait justement pour entrer dans ce rôle de maman avec tout un petit peu ces barrières qui étaient devant toi? En fait, déjà pour moi, c'est que pour mon mari et moi, notre petite est venue au moment où Dieu voulait qu'elle soit. C'est pas que c'était pas le mauvais moment, c'était juste le bon moment. Et ce moment-là, c'était le bon moment. Et comme je disais au début, j'ai dit, quand j'ai expliqué ça à la dame de l'ONE qui est venue à la maison, elle me fait, oh, mais votre grossesse était très difficile. Je dis, mais non, j'ai passé une très belle grossesse. Pour moi, en fait,
peu importe ce que j'avais imaginé, ce qui était là, c'était parfait. Et donc, quand la petite est arrivée, certes, elle était dans une sorte de couveuse un peu, lit chauffante et tout, etc., c'est tuyau, mais on me l'a donnée quand même, j'essayais de l'allaiter et tout ça. Et en fait, je bénis Dieu pour ce temps que j'ai pu passer à l'hôpital aussi, parce que, en fait, c'était des moments où j'ai pu apprendre comment allaiter, comment laver mon bébé, comment prendre soin d'elle. J'étais encore plus encadrée. Donc, en fait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que, en fait, il n'y a pas de mauvais moments avec Dieu, mais de prendre chaque moment comme une opportunité. Et moi, en fait, ça a été un moment d'apprentissage auprès des sages-femmes qui étaient là pour apprendre au niveau de l'allaitement, les positionnements du bébé, comment bien j'ai pu lire avant qu'elle puisse naître, mais la voir avec moi et avoir des personnes qui t'aident à la positionner de la bonne manière, comment la nourrir, me réveiller toutes les 3 heures. Donc, j'ai pris l'habitude à la maison après de me réveiller toutes les 3 heures, d'entendre les pleurs, etc. En fait, je me dis, si j'aurais quitté l'hôpital tôt, peut-être que je n'aurais pas su ça. Et donc, le fait d'être restée là, j'ai pu apprendre. Donc, pour moi, j'ai pris chaque occasion qui s'est présentée devant moi comme une opportunité que le Seigneur me donnait. Et concentré sur le positif. Pour apprendre, oui. Et c'est important. Quand on est enceinte, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si on nous dit des choses qu'on n'arrive même pas à comprendre, je pense que c'est tellement important de rester focalisé sur le positif, de chercher ce qui est de positif là-dedans pour en sortir encore plus fort. Je crois que quand on met la panique, on met la peur, on met tout ça là, en fait, ça risque juste de faire couler les choses, or que le positif te maintient. Et moi, ce sont les paroles de mes pasteurs qui m'ont maintenu, les encouragements des frères et sœurs, les prières, le soutien de mon mari, de mes proches qui m'ont maintenu à pouvoir en fait arriver là et dire que notre enfant, aujourd'hui, elle est en bonne santé. En un mois, elle a récupéré, elle était dans la moyenne des enfants qui sont nés à terme. En un mois. Oui, en un mois. Donc, elle a eu un beau rattrapage. Alors. Oui. Donc, c'est la grâce de Dieu et c'est possible, en fait. C'est possible. Et chacun, comme j'ai dit, que chacun, Dieu nous permet de naître et d'avoir notre propre histoire. Et ça, c'est son histoire à elle. Waouh. Et oui, très belle histoire, vraiment. Et j'aimerais savoir, donc, ensuite, vous êtes rentrée à la maison, au bout de ces 2 semaines, de cette ascension fulgurante. Vous êtes rentrée à la maison. Comment vous vous êtes positionné avec ton mari? Est-ce que parce que à l'hôpital, comme tu le disais, il y a cet accompagnement, il y a les machines, il y a ceci. Des fois, ça peut paraître un petit peu rassurant. Je sais pas si tu vois des fois c'est un petit peu dans le métier. Il y a un peu ce côté rassurant de l'infrastructure de l'hôpital, de toutes les infirmières, les médecins, les pédiatres qui sont là. Mais quand vous rentrez à la maison, c'est toi, ton mari et Du coup, comment la transition s'est faite? Est-ce que ça a été facile ou est-ce que tu as dû vraiment te mettre un coup de boost pour prendre confiance en toi et avoir confiance en ton bébé? Pour avoir, en fait, déjà, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être restée à l'hôpital, j'avais déjà acquis des habitudes. Donc, de me réveiller toutes les 3 heures. En fait, on me forçait plus parce qu'en fait, déjà à l'hôpital, on me réveillait. C'est eux qui me réveillaient, mais là, en fait, c'était devenu automatique. Toutes les 3 heures, je sais que ma fille, vu que je l'ai allaitée exclusivement jusqu'à 6 mois, donc toutes les 3 heures, je me levais, j'étais en cododo. Enfin, il y avait le cododo, il était là. Et quand je tirais mon lait, quand je suis pas là pour mon mari. Et donc, en fait, c'est le soutien qu'on a tous les deux de pouvoir, en fait, se dire qu'on est parents et on prend cette responsabilité-là à 2. Et donc, quand je ne peux pas, il y avait mon mari qui prend le relais pour pouvoir être avec la petite et moi je pouvais me reposer. Mais en fait, c'est de travailler en binôme et je bénis Dieu d'avoir des sœurs à l'église qui sont venues à la maison aussi m'aider, m'accompagner. Il y a des mamans qui sont venues me montrer comment nettoyer la petite. Et donc ça aussi, c'est important d'être entouré des bonnes personnes qui peuvent être là à venir vous apporter leur coup de main. À tout moment, mes parrains de mariage, l'accueil, enfin tout ça là, ça m'a beaucoup accompagnée et de pouvoir tenir et de se dire, en fait, je pense que le rôle de maman, on l'apprend pas, mais le Seigneur nous donne la capacité et je pense qu'il a doté en chacun de nous tous ce cœur-là. Amen. Et donc, ça, pour moi, en tout cas, c'était automatique. En fait, tu te sens directement responsable et je dois prendre soin et avoir aussi son mari qui est là pour pouvoir aider et t'épauler quand tu as besoin. Ça, c'est important aussi. Ouais, donc, pour moi, c'est ça. D'accord. Et Prisca, dis-nous un petit peu, juste pour, on va terminer sur cette note-là, mais les enfants comme Myriella, du coup, est-ce qu'ils ont un suivi? Parce que donc maintenant, aujourd'hui, Myriella a quel âge?
Elle va avoir 2 ans. Voilà, elle va en avoir 2 ans. À cet âge-là, est-ce que les enfants qui sont nés prématurément ont encore un suivi lié à leur prématurité ou au final, après, on les suit comme tout autre enfant né à terre? Bon, ici, Myriella, avec sa naissance à 34 semaines et à l'âge de 2 ans, elle ne doit plus avoir de suivi très spécifique. Mais en fait, l'enfant qui va naître prématuré, au début, on va parler de son âge réel, donc c'est l'âge auquel il est né. Et son âge corrigé, c'est l'âge, si vous voulez, Myriella, elle est née à 34 semaines. Donc quand elle avait 1 jour de vie, on disait qu'elle avait 1 jour. Et en fait, elle avait que 34 semaines et 4 jours. Et donc jusqu'à l'âge de 2 ans, on va faire cette différence entre l'âge réel de l'enfant et l'âge corrigé. Parce que quand l'enfant a 6 mois, s'il est né 3 mois avant, en fait, l'enfant, il a le développement, le poids, la taille d'un enfant de 3 mois. Et c'est important de corriger pour ne pas penser que l'enfant est en retard ou quoi, alors que c'est adapté à l'âge qu'il a réellement par rapport à la grossesse. Mais à l'âge de 2 ans, on arrête cette correction. Donc Myriella, elle aura 2 ans et on dit qu'elle a 2 ans. On parlera plus de âge corrigé de 22 mois, 21 mois. On va arrêter. Et avec le développement qu'elle a eu, il n'y a pas de suivi particulier. Mais plus la prématurité est importante et donc l'enfant naît tôt, plus le suivi est régulier et un peu plus poussé d'un point de vue neurologique, d'un point de vue psychomoteur, etc. Ok. Ouais. D'accord, super, waouh, mais quel beau témoignage. J'espère que vous aussi, qui nous avez suivis, vous avez vraiment été touchés par ce témoignage. Et donc, juste pour terminer, Charlotte, je vais te laisser la parole. Tu pourras regarder donc cette caméra et donner vraiment un mot d'encouragement à une maman peut-être qui est en alité, tout comme toi tu l'as été, à qui on a dit qu'elle risque d'accoucher prématurément. Voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme mot de la fin à une maman qui nous regarde? À une maman qui nous regarde, je dirais que tout est possible. Tout est possible, il faut rester vraiment positif. Donc, peu importe les situations qu'on peut traverser, peu importe les challenges qui peuvent se manifester ou être devant nous, on est capable de le surmonter par la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, toute la force que nous voulons, que nous pouvons avoir, se trouve au-dedans de nous et par la grâce de Dieu, on arrive à le manifester au bon moment et le manifester de la bonne manière quand Dieu le permettra. Donc beaucoup de courage, ce n'est pas facile, mais Dieu est là. Amen. 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 Merci beaucoup en tout cas Charlotte. Merci Prisca pour vraiment cette merveilleuse émission. Vraiment, je bénis Dieu pour ce merveilleux témoignage. À vous qui nous suivez, si vous avez été touchés par ce témoignage, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager cette émission à une personne qui en aurait besoin. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine émission au top de votre santé.